Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Bélindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Bonjour, nouvel épisode de notre podcast, posté chaque lundi à 8h sur les meilleures plateformes de streaming. D'écoute. Aujourd'hui, nous recevons quelques représentants de la rédaction du Papotin, journal atypique créé en 1989 par Driss El Kesri, professeur de français, éducateur à l'hôpital de jour d'Antony. Vous êtes trois derrière deux micros, donc voilà, on va s'amuser à se partager les micros. Bonjour Lise Landais. Bonjour. Je commence par la fille. Lise, vous coordonnez tous les partenariats culturels du Papotin. Vous accompagnez les tournages. Il y en a un certain nombre, notamment ceux de l'émission mensuelle désormais très populaire, diffusée le samedi sur France 2. Et puis il y a aussi la chaîne YouTube. Bienvenue à vous, Lise. Merci. Bonjour Julien Bansillon. Bonjour. Bonjour, voilà, vous êtes déjà venu derrière ce micro. Julien Bansillon, vous êtes psychologue, vous travaillez à l'hôpital de jour d'Antony. En 2018, vous avez repris la rédaction en chef du Papotin à la suite de Driss El Kesri, c'est bien ça. Comme beaucoup de gens au Papotin, Julien, vous aimez la musique, vous pratiquez la musique, à la fois dans le cadre professionnel, qui est le vôtre, mais aussi dans un cadre plus personnel. Vous avez notamment cofondé un label de musique brute qui s'appelle La Belle Brute. Oui, voilà. Ça a démarré autour d'un artiste qui s'appelle Jean-Marie Massou. Voilà. Et après, on a produit plusieurs disques, dont un très joli disque des Turbulents qui font partie du Papotin. Voilà, donc il y a des liens entre tout ça. Et on a aussi coproduit l'album Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Du groupe Astérotypie où chante Stanislas. Stanislas Carmon. Notre troisième invité. Bonjour Stanislas. Bonjour Bélie. Vous êtes journaliste au Papotin, donc vous êtes également acteur de cinéma, de théâtre et chanteur, puisque vous êtes l'un des membres de ce groupe, Astérotypie, un groupe post-punk. Alors un certain nombre de gens vous connaissent, puisque vous avez joué dans le film d'Artus, Un petit truc en plus. Plus d'1 million de personnes, je crois, a vu ce film. 10 millions. 10 millions. Bon, j'ai oublié un zéro. Vous ne m'en voulez pas, Stanislas ? Non, ça arrive d'oublier, c'est pas grave. Alors, vous avez passé un temps certain ici à la Comédie Française récemment, en stage, puisque vous avez suivi du premier au dernier jour la création d'une pièce mise en scène par Lille Aubord, La Souricière d'Agatha Christie, adaptée d'Agatha Christie, traduite d'Agatha Christie. Vous nous en parlerez, j'espère. Donc, bienvenue à tous les trois dans ce bureau des podcasts, comme l'appelle Eric Ruff, qui est en réalité une salle de musique. C'est une salle de répétition ici, où travaillent les acteurs et les actrices de la troupe, qui chantent maintenant beaucoup, qui dansent aussi. Cette salle est située dans les sous-sols du bâtiment historique de la Comédie Française, à Richelieu, et je pense que nous sommes sous les jardins du Palais Royal, où là il fait très beau, puisque c'est un jour de juin, un joli jour de juin. Peut-être qu'on est sous les colonnes de Buren. Julien, peut-être pour commencer, quelques mots. Je vais vous faire répéter un peu ce que vous avez l'habitude de dire, mais sur le Papotin, qui est un magazine d'abord, créé en 89, je le disais, qui sort une fois par an. Oui, c'est un magazine papier, c'est le cœur de l'activité. On se retrouve tous les mercredis. Il y a plusieurs institutions qui sont impliquées. Donc c'est né à l'hôpital de jour d'Antony, mais le projet a été rejoint par d'autres institutions. Et voilà, une fois par semaine, on se retrouve pendant 2 heures sur le principe d'une parole libre qui s'échange entre nous tous. Il y a aussi des écritures de textes donc, qui sont lues, déclamées pendant ces mercredis. Et évidemment, les interviews qui sont devenues maintenant célèbres. Certains de ces mercredis, on rencontre des personnalités de la culture, parfois en lien avec un spectacle qu'on est allé voir, un film, ou une envie. On a par exemple, il y a une passion pour le doublage, les VF, les voix françaises au Papotin, et on a rencontré plusieurs de ces stars du doublage à la demande
des journalistes. Voilà, mais l'idée est toujours de recueillir la parole de ces journalistes atypiques. En fait, on est à la croisée du journalisme, parce qu'il y a vraiment un travail de journalisme, autour notamment de ces grandes interviews d'artistes, et puis de la production de poésie, de textes littéraires. C'est très poreux. Hein, Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la partie plus journalistique, avec cet exercice très classique de l'interview, Driss la présente toujours comme étant secondaire. Et que pour lui, il a eu cette idée d'interview pour mettre en valeur les textes écrits par les journalistes atypiques, les jeunes de l'hôpital de jour d'Antony, puisque pour lui, c'est leur création originale. C'est là qu'ils s'expriment davantage. Dans l'interview, vous voulez dire ? Non, dans les textes. Non, dans les textes, d'accord. Pour lui, le plus important du Papotin, ce sont les textes. Et évidemment, les interviews sont très visibles, même dans le journal, hein, depuis le début, depuis toujours. C'est ce qui prend le plus de place, c'est ce qui accroche l'attention aussi. Mais dans son idée, c'est vraiment de demander à des personnalités de la culture de répondre à leurs questions pour mettre en valeur, pour que soient lus les textes qui, par ailleurs, sont publiés dans le journal. Voilà. L'interview, c'est le point de rencontre entre peut-être un monde et un autre, et parfois ces deux mondes c'est la porte d'entrée. Étaient un peu séparés, cloisonnés. Oui, c'est la porte d'entrée. Effectivement, c'est un point de rencontre très fort avec le monde de la culture et avec les lecteurs, puisque c'est aussi ça qui amène les lecteurs. Si on s'était contenté de publier les textes des journalistes atypiques, on imagine qu'il y aurait eu moins de lecteurs que ce qu'il y en a, et aujourd'hui moins de téléspectateurs. Alors justement, c'est depuis 3 ans. Les rencontres du Papotin existent depuis 3 ans, diffusées sur France 2 une fois par mois à peu près. C'est ça le rythme mensuel ? C'est ça, oui, une fois par mois. Les interviews sont filmées à l'Institut du Monde Arabe par une production et diffusée sur France Télévisions à 20h30. Donc, évidemment, ça a pas mal d'impact. Alors, je vais éviter de faire la même boulette que tout à l'heure avec le film d'Artus. Il y a à peu près combien d'auditeurs ? Parce que moi, j'ai une idée en tête, mais je suis sûre que c'est pas la bonne. Ouais, je suis toujours... Bon, je les connais, les chiffres. Hein. Ça n'est pas dans nos préoccupations, mais... Oui, mais c'est important quand même de comprendre l'audience. On peut les rappeler. On est autour de 3 millions de téléspectateurs à chaque émission, ce qui est beaucoup. C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Non, mais c'est vrai que c'est énorme. Peut-être poser la question aussi à Lise et à Julien. Stanislas, évidemment, sentez-vous libre d'intervenir, mais cette audience, donc on parle de 3 millions, on va évoquer aussi votre passage à Cannes, elle a considérablement augmenté votre visibilité à vous, Stanislas, et à vos camarades, celle du Papotin, du travail que vous faites autour de ce média. Quel impact ça peut avoir sur ce travail, justement ? Quel impact ça peut avoir sur vos vies aussi, sur... vos carrières, la vôtre, Stanislas, on va y venir. Ça change quand même pas mal de choses, cette visibilité. Tu veux répondre, Stanislas ? Oui. Bah, écoutez, oui, c'est une chance, parce que un film comme celui-ci, ça change une vie, on va dire. Ma vie était déjà super, était déjà très bien, mais disons que ça donne plus de visibilité. C'est assez émouvant de se dire qu'un film qui a eu un tel succès, c'est assez émouvant de se dire qu'on a joué dans un film qui a eu un tel succès. Qui a été vu par autant de monde. Qui a été vu par autant de monde. Et beaucoup de gens me félicitent, me disent « Ah, bravo pour ce que vous avez fait dans le film ». Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'émotions quand les gens viennent me dire bravo. C'est quelque chose qui donne envie après de refaire, de rejouer et de s'investir au mieux dans le monde artistique. Le fait que les gens disent bravo, ça donne un moteur en quelque sorte. Un moteur pour encore mieux faire après. C'est très lent finalement, je trouve, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on nous annonce des chiffres qui sont difficiles, il est très difficile de se les représenter. Nous, la première fois que j'ai appris que ça se comptait en millions, on ne le savait pas, on n'avait aucune idée qu'en étant diffusé
le samedi soir à la télévision que ça se compterait en millions les téléspectateurs. Et assez rapidement, on se rend compte que ça change pas grand-chose. On a poursuivi notre vie, notre petite vie. C'est-à-dire que j'ai parlé de lenteur. Hein. C'est-à-dire, au début, voilà, ça continue. On est toujours dans nos institutions. On travaille. Hein. Toutes les personnes qui sont au Papotin, la plupart, enfin presque toutes, sont accueillies dans des institutions. Donc, il ne se passe pas tout de suite quelque chose. Et au bout d'un moment, on se rend compte, les mois passant, que, par exemple, nous, quelque chose qui nous intéressait beaucoup, c'était justement les partenariats culturels. Et on se rend compte que tout le monde a envie de travailler avec nous. Tout le monde, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire comme ça, mais en tout cas, beaucoup de lieux culturels, beaucoup de théâtres ont envie de travailler avec nous. Et donc, petit à petit, on se rend compte de ça. Et même le temps passant, on se rend compte même que les gens insistent, les gens veulent absolument travailler avec nous. Donc, tout ça, au début, on entend parler de chiffres qui ne nous parlent pas, qui sont irréalistes. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se construit dans la lenteur. Voilà, et qui toi, Stanislas, tu as parlé plutôt du film, t'ouvres petit à petit des opportunités. Voilà. Et notamment les partenariats qu'on a, dont celui avec la Comédie Française. Lise, quand on vient vous voir pour un partenariat culturel ou un partenariat institutionnel, on vous parle de quoi, en fait ? Alors, il y a les deux. Il y a en effet beaucoup de gens qui nous contactent, Julien ou moi, pour créer un partenariat avec, que ce soit la plupart du temps un théâtre ou un projet. Et on a aussi des envies, des idées qui viennent du Papotin, qui viennent des journalistes, et on va aussi contacter certaines institutions. Moi, j'ai l'impression, Stanislas, aussi, que ça te donne des idées. C'est-à-dire que tout ce processus que tu racontes, Julien, qui est lent, certes, mais à l'échelle de la culture quand même assez rapide, te donne envie de faire de plus en plus de projets, provoque des rencontres. Est-ce que je me trompe ? Là, par exemple, tu es à la Comédie Française, tu as rencontré la troupe sur La Souricière. Est-ce que ça te donne pas envie de travailler autrement, des envies de jeux, de projets ? Bien sûr, oui, effectivement, ça me donne envie parce que j'ai vu les répétitions avec Lilo et ça me donne envie de travailler, de faire d'autres projets avec eux, avec Lilo. Et effectivement, voilà, c'est parce que la représentation a l'air tellement bien que... Et puis je vois que Lilo est une très bonne metteuse en scène. Et ça donne beaucoup envie de travailler avec elle, de faire des pièces avec elle. Pourquoi pas à la Comédie Française après. J'ai vu Lilo Bord, moi, quand vous étiez en stage. On l'a interrogé pour le podcast. Et Lilo me parlait de vous, enfin de toi. Je sais plus comment on s'appelle. Et elle me disait, il a envie de jouer, il a envie de jouer, il a envie de jouer. Elle, c'est ce qu'elle ressentait quand elle te voyait. Et c'est un peu ce que je comprends dans ce que vous dites, Lise. C'est-à-dire que ces rencontres, ça provoque forcément des envies et ça flèche peut-être des chemins que vous n'auriez pas imaginés avant. Oui, et avec une certaine forme de rapidité. C'est-à-dire qu'il y a une lenteur, en effet, dans le développement de la représentation, des mentalités, de l'image, mais il y a une rapidité, moi je trouve, aussi de la part, là, à l'échelle du Papotin, des journalistes. C'est-à-dire que toutes ces rencontres que l'on va faire, ces projets que l'on a, comme celui que tu as en ce moment, Stanislas, vont déclencher très rapidement des nouvelles formes de possibles. Que ce soit des possibles de jeu, des possibles de formation, des possibles de travail, de projection aussi professionnelle. Et ça, en toute légitimité, parce que les choses avancent quelque part aussi quand même rapidement. Quand vous allez à Cannes, puisque cette année vous étiez à Cannes, vous avez fait votre travail de rédaction, de journaliste, vous êtes allé interviewer des artistes à Cannes, comme des centaines de journalistes du monde entier. Sauf que vous aviez accès quand même à de grandes vedettes. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. Ça peut être beaucoup plus compliqué et laborieux. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je vous pose la question peut-être, Stanislas, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller à Cannes, dans ce festival où on célèbre le cinéma ? En même temps, il faut être bien habillé. Enfin, il y a quand même
toute une dramaturgie autour du festival. Et vous allez faire vos interviews. Il faut faire vite, ils n'ont pas le temps. C'était comment cette expérience? C'était super parce que Cannes, c'est le festival du cinéma et moi je suis vraiment passionné par le cinéma. Après avoir fait l'expérience, un petit truc en plus, j'ai voulu vraiment m'investir dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ça alimente ma passion d'être au festival de Cannes. Mais il y a vraiment un truc par rapport au cinéma que j'ai envie de défendre, et que j'ai même défendu au festival de Cannes, c'est de pas que jouer des rôles de personnes en situation de handicap, c'est aussi de pouvoir jouer d'autres rôles, de pouvoir m'ouvrir vers d'autres rôles. Je me verrais bien jouer plein d'autres rôles, parce que c'est vrai que dans le cinéma, pour l'instant, ce genre... C'est ça, c'est ce qu'on vous propose. Oui, ça n'évolue... Enfin, ça a un peu évolué quand même, parce que j'ai joué dans 2 séries le rôle de personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Mais dans les films de cinéma, c'est plus compliqué. J'ai vu que Raphaël Quenard, vous voyez en homme politique. J'ai vu Bah ça oui, dans oui. vos interviews. Bah, j'aimerais bien jouer le rôle d'un homme politique, de jouer le rôle d'un président de la République. Je pense que il faut vraiment qu'il y ait plus d'ouverture au cinéma, je pense. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il faudrait que des gens écrivent un scénario autour de toi. Tu sais, comme pour certains films, les scénaristes ou les réalisateurs disent « Ah, je l'ai écrit pour lui ». C'est ce qu'il faudrait pour toi, je pense. Alors, Stanislas, donc on est ici à la Comédie Française, dans le sous-sol, à côté des salles de répétition. Et en fait, quand on est arrivé, finalement, c'est vous qui connaissiez le mieux le chemin, parce que vous l'avez pris un certain nombre de fois. Vous avez assisté à la fabrication d'une pièce, du début jusqu'à la première qui est demain, La Souricière. C'est un peu ma maison ici, c'est ça, c'est un peu votre maison. Cette expérience, ça fait partie, Lise, des partenariats culturels que vous mettez en place. C'est quoi ce type cet objet-là, c'est-à-dire le stage de Stanislas et puis Oui, ça fait partie des extensions des partenariats et de cette rapidité dont je parlais. C'est-à-dire qu'on va avoir des partenariats classiques qui vont être, par exemple, une demande d'interview. Donc on va venir, comme le racontait Julien, voir une pièce de théâtre, une pièce chorégraphique, et puis on va interviewer un artiste en lien avec ce projet. Et puis, dans certains cas, avec certaines équipes, comme ici à la Comédie Française, on a des amitiés qui se créent, des envies qui naissent, et puis des extensions, des projets qui se développent, comme celui de Stanislas. On en a eu aussi... on a Claire Ottaway qui a aussi... participer au bureau des lectures des textes jeunesse. Et puis, on a d'autres projets dans d'autres lieux comme ça qui se développent parce que, voilà, il y a une envie pour ici. C'est toi qui as demandé à Eric, au fond. Tu veux en parler, Stanislas? Bah oui, bien sûr. J'ai écrit à Eric Ruff, j'ai envoyé une lettre et j'ai fait une demande à faire un stage. Et la demande a tout de suite été acceptée et j'ai commencé à faire un stage parmi les comédiens et à voir comment ils travaillaient et tout. Et c'était vraiment un véritable honneur d'être ici. Et je suis triste que ça s'arrête bientôt. Ça me fait un peu ça m'attriste un peu, mais bon, après, ça aurait été une super expérience. Et pourquoi pas retravailler avec les comédiens de la Comédie Française par la suite. On ne sait jamais ce que l'avenir prévoit. Alors, il faut qu'il vous fasse rentrer dans la troupe, parce que vous savez qu'ici, à Stanislas, c'est formel. Depuis 1680. Non, mais concrètement, ça veut dire que vous êtes arrivé, qu'il y a eu ces lectures à la table, vous avez assisté au début de la pièce, à la façon dont ils ont travaillé, dont ils ont cherché... et puis ensuite, ils ont répété au plateau. Vous avez fait tout ça? Oui, j'ai remplacé des comédiens quand il y avait certains absents. Tu as fait les échauffements? Les échauffements. Ah bon? Alors, c'est quoi les échauffements? Les échauffements, c'est les étirements et tout. Préparation physique. Préparation physique, c'est ça. Et, les impros. Les improvisations. Mais moi, en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup l'improvisation, parce que l'improvisation... Je pense que c'est un peu un entraînement pour jouer aussi. Je pense que j'ai trouvé ce qu'a dit Lilo très juste, c'est qu'il faut partir de l'improvisation pour connaître son texte.
au début, il ne faut pas forcément connaître son texte, mais l'improvisation donne un moteur pour le savoir ensuite. Ça donne une entrée, ça donne une entrée plus simple dans La compréhension dans du la texte. compréhension du texte, dans le fait de le savoir. On le sait plus facilement si on improvise avant, je pense. Donc on peut, en improvisant, on donne de la simplicité après pour savoir mieux le texte. Parce que c'est vrai que moi, quand je ne sais pas mon texte, je lis toutes les pages et tout, je panique. Mais je pense que si on part de ça, de l'improvisation, comme a dit Lilo, ça donne une porte d'entrée plus simple. Pourquoi vous paniquez? Quand j'ai un texte à apprendre, je panique toujours parce que même si je commence à le savoir après, je commence toujours à le savoir, mais je finis toujours par le savoir, mais j'ai peur de pas donner j'ai peur de pas donner une bonne impression. Donc j'essaie vraiment au mieux de le travailler, même de me concentrer vraiment sur le texte, voilà, même si ça me donne de la pression, parce qu'après on est rassuré. Plus on sait son texte et plus on est à l'aise. En tout cas, Stanislas, samedi sera diffusée la rencontre qu'on a fait avec Benjamin Laverne. Ouais. Ici à la Comédie Française, et on te voit jouer Scapin avec lui, et je te trouve très bien. Voilà. Donc, c'était un très beau moment. Ah, merci Julien. Toi, je sais que tu étais sorti circonspect, mais ça ressort très bien. Ah, super. Lise? Pour avoir assisté aux premiers instants de rencontre avec l'équipe de La Souricière, j'ai trouvé que c'était un moment très heureux aussi, très très beau à voir, parce que tu étais à la fois complètement, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'avais l'impression que tu étais tout à fait toi-même dans ces improvisations, et que en même temps, donc très à l'aise, et qu'en même temps tu rencontrais une autre façon de faire du théâtre. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est-à-dire qu'avec tous ces partenariats qu'on a, tous ces théâtres, tous ces lieux dans lesquels on va, mais Cannes y compris, on a des rencontres artistiques de façon tout à fait horizontale, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens avec qui on va bouleverser un peu les codes établis. Et de l'autre côté, on a une rencontre qui arrive chez les Papotins aussi, qui va inspirer des projets, des choses, et des choses aussi établies, des façons de faire du théâtre, des façons de faire de la musique, et que ça se passe en dehors des choses qui existent déjà. Ce sont là, c'est un stage, mais on a, par exemple, un des journalistes qui est à CLI, qui élève aux Arts Déco, donc qui est en train de construire son chemin à l'école, de prendre le temps aussi de se développer. Et petit à petit, évidemment, tout ce qui se passe, que vous avez raconté sur les émissions, cet impact médiatique, aide aussi à ce que des projets comme ça arrivent. Alors, Julien, il n'y a pas que des artistes au Papotin, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de journalistes qui sont aussi dessinateurs, plasticiens, chanteurs, on va revenir sur le groupe, acteurs, mais il y a ceux qui ne sont pas forcément dans des pratiques artistiques. Eux, comment est-ce que tout ça s'intègre en fait? Comment est-ce que tout ça se trouve sa cohérence? Oui, comme dans tous les groupes, il y en a qui vont avant tout livrer leur vision du monde avec leurs mots. Mais un des points communs entre tous les Papotins, c'est qu'ils ont découvert le langage d'une façon souvent alternative plus tard. En tout cas, l'entrée, ces années d'école, de maternelle ont souvent été des temps compliqués. Ils ont rencontré les institutions assez tôt. Et à ce titre-là, livrer leur vision du monde avec un langage qui n'est pas celui de tout le monde, qui a des particularités, ça donne une poésie. Donc, j'irais presque jusqu'à dire qu'ils sont tous un petit peu artistes. Alors évidemment, un peu poètes, en fait. Un peu poètes. Certains l'investissent plus. Il faut aussi se représenter que le quotidien des journalistes du Papotin, c'est pour la grande majorité, c'est qu'ils sont accueillis dans des institutions où, de soins. De soins, oui, effectivement, du sanitaire, du médico-social, des hôpitaux de jour ou des IME, et ils font des activités. Il y a
Et généralement, dans ce réseau-là, les activités sont prises très au sérieux, sont faites avec le plus de sérieux possible. Et donc, il y a une pratique constante de la peinture, de la sculpture, de la musique, du chant. Il y a énormément de choses qui se font. Et le papotin, on est seulement une des activités qui ne prend d'ailleurs pas plus de place que les autres. Alors, avec tous ces partenariats culturels, tout ça, elle prend quand même beaucoup de place. Mais voilà, dans le projet de départ, c'est une des activités de la semaine. Et c'est comme ça que c'est pensé au début. Voilà. Ensuite, effectivement, à travers l'émission de télévision, à travers les partenariats culturels, ça ouvre sur d'autres choses. Voilà. Vous avez donc aussi une chaîne YouTube qui se développe selon votre rythme à vous. Ouais. Cette chaîne YouTube-là, c'est peut-être une part de liberté plus grande que quand on est intégré dans un gros truc comme France Télé. Qu'est-ce qui s'y passe? Que peut-on y voir? Voilà. Comment est-ce que vous imaginez son développement? Est-ce que c'est la même ligne? Est-ce qu'elle répond à la même ligne éditoriale que le magazine dont on va parler, puisque il y a un lien entre le dernier numéro et la Comédie Française? En effet, il y a une forme de liberté avec la chaîne YouTube. La plupart des vidéos qu'on peut y voir, en tout cas les récentes, sont montées, réalisées par Léo Kekemenis, qui fait partie de l'équipe du Papotin. Donc c'est une personne très précieuse parce qu'il connaît très bien les journalistes et il a un regard de l'intérieur de ce qui s'y passe. Il y a une publication en effet à notre rythme parce que personne travaille à temps plein sur ce projet. Mais il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver bientôt parce qu'on a eu une saison riche en rencontres. Après, je ne sais pas ce que tu imagines, Julien, sur l'avenir de la... J'aurais du mal, moi, à le voir en tant que de développement. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à penser que le Papotin organise des rencontres, des interviews, et qu'elles soient filmées par la télévision ou qu'elles soient filmées pour la chaîne YouTube, on n'a pas une approche qui diverge tant que ça. Ça reste le même principe. Depuis la première interview de Howard Buten dans le numéro 1 du Papotin qui est sorti en mai 90, il n'y a pas eu de changement radical. Après, ce sont des canaux de diffusion. France Télévisions nous a proposé ce canal le samedi soir à 20h30. On a une chaîne YouTube. Un magazine. Et globalement, la ligne éditoriale reste la même. Et c'est assez important pour nous. Et même si on accorde un petit peu plus de temps quand c'est à la télévision, même s'il y a un petit peu plus de préparation en amont avec des biographies qui sont un peu plus poussées, avec parfois une centralisation aussi des questions pour éviter les redites, au fond, le travail est le même. Le développement qu'on a à faire, c'est d'être un petit peu meilleur dans le rythme de publication. Et le Papotin est tenu par des personnes qui travaillent à temps plein dans des institutions. Donc tout ce qu'on fait, on le fait à côté. Alors il y a des personnes comme Lise qui sont chargées par mission de nous accompagner. Et heureusement, parce que quand on n'avait pas ça, on avait bien du mal à animer nos partenariats. Alors bien du mal, ils avaient lieu, sauf qu'ils avaient lieu aujourd'hui. On est simultanément présent dans 5-6 théâtres, voire même plus. On a cette émission de télévision, on est distribué en kiosque. Il y a le partenariat avec la Comédie Française. Donc c'est extrêmement précieux. Mais voilà, on augmente un rythme, mais on ne change pas de ligne éditoriale, pour moi, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Oui, tu as raison. Ce que ça développe, par contre, je trouve, c'est la pratique de spectateur, à la fois du Papotin, mais aussi des personnes qui vont regarder la chaîne ou lire le journal. Parce que, pour parler de l'ensemble du Papotin, donc tout le monde,
tout le monde n'a peut-être pas une pratique artistique visible, mais tout le monde est invité aux sorties culturelles. Donc, on a une pratique de spectateurs assidus et joyeuse aussi. C'est absolument génial d'aller au théâtre avec les journalistes du Papotin. Et pourquoi c'est génial ? Parce que c'est vivant, c'est souvent très gai, c'est souvent... alors les codes sont bien intégrés, mais quand même, voilà, il y a des réactions de certains journalistes plus libres. qui sont plus libres, et c'est très agréable d'aller au théâtre. Vous faites le bazar, Stanislas ? De quoi ? Quand vous allez au spectacle ? Non, pas Stanislas. Non, Stanislas, c'est sérieux. Ah non, moi je fais jamais le bazar. Non. Mais d'ailleurs, personne fait le bazar, en fait. C'est plutôt des réactions qui sont très souvent liées à ce qui se passe sur scène, alors qu'ils peuvent être des réactions de joie, ou même on a eu des réactions de peur aussi, mais qui étaient tout à fait légitimes par rapport à ce qui se passait, mais où ça remet aussi le spectacle à son endroit de partage du commun. Et on a ça avec la chaîne YouTube, je trouve aussi, parce que c'est une prolongation de ce qu'on a vu. On a un échange nouveau qui se crée avec d'autres personnes qui auraient vu la pièce, et des échanges prochains. Ça nous arrive maintenant souvent d'aller dans une salle de spectacle et d'avoir des échanges avec les spectateurs parce qu'ils reconnaissent les journalistes. Et donc, il y a quelque chose de vivant qui se passe aussi dans la salle. C'est très agréable. Après, c'est vrai que majoritairement, ça se passe très bien, mais il y a un enjeu quand même. Il y a beaucoup de familles qui nous font remonter qu'elles n'osent pas aller au théâtre. Et le fait qu'on le propose, le fait que ce sont des logiques d'accompagnement. Donc, dans les institutions, le Papotin a proposé d'aller voir telle pièce. Et bien, dans les institutions, on se dit, allez, on va y aller. Et on sait que pour un tel, il va y avoir besoin d'un accompagnement un peu plus rapproché, parce que, par exemple, c'est difficile pour lui de passer 2 heures devant une pièce sans faire du bruit. Et ces choses-là, elles vont être travaillées. Il y a aussi une tolérance, clairement, des salles qui nous accompagnent. Et donc, il y a un travail qui est fait quand même d'accompagnement. On ne fait pas que aller au théâtre. On réfléchit en équipe avec les directions, les chefs de service, les éducateurs qui accompagnent. Comment on va faire pour que ça se passe bien. Et je me souviens on a un rapport très singulier en général, on va dire, dans les institutions avec la radio. Et il y a un des journalistes qui s'illustre souvent d'ailleurs dans les rencontres du Papotin, qui ne supporte pas qu'on interrompe un morceau qui passe à la radio en milieu de morceau. Et on était allé voir au théâtre du Rond-Point Un Pollo Rojo de Alfonso Baron et je me souviens plus l'autre. Qu'on a interviewé. Ouais, on les a interviewés. Et le jour là, et ils ont ce moment d'improvisation sur scène où ils zappent avec un vrai transistor sur la scène. Ils zappent et ils se mettent, ils improvisent une chorégraphie. Et ça avait beaucoup déplu à l'un des spectateurs papotins de ce changement, et il y avait eu un petit incident. Donc il arrive qu'il y ait des petites choses qui se passent, ça se passe pas sans accroc. S'il suffisait d'aller au théâtre, ça fait longtemps que les institutions iraient tranquillement au théâtre. Donc voilà, il y a des enjeux qui ont besoin d'être travaillés. Oui, tu as raison de le rappeler. Après, dans l'écrasante majorité, ça se passe super bien. Ouais, c'est juste qu'il y a, moi je trouve, depuis 1 an ou 2, un changement assez fulgurant dans les salles. Dans le rapport des institutions culturelles avec vous, institutions... Alors c'est vrai qu'il faudrait que peut-être plus de gens se sentent légitimes à venir. Mais c'est vrai que tu vois, moi je... pessimiste, tu parles de fulgurance et de rapidité, moi je parle de lenteur. mais pourquoi pas, je vois bien les deux. Pessimiste. Je vois bien les deux. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait, il y a encore pas si longtemps, des grandes difficultés à aller au théâtre, avec des gros incidents aussi. On a dû sortir de salle, des gens qui râlaient, des incidents à ne plus avoir envie de venir au théâtre. Mais à ce titre, d'ailleurs, la Comédie Française... Oui, quand vous travaillez avec la Comédie Française, comment ça se passe alors, justement ? Parce que vous êtes Stanislas et vos camarades, vous êtes beaucoup allés
voir des spectacles et pas que des spectacles rigolos. Je crois que vous avez vu des Macbeth. spectacles exigeants, ouais. Voilà. Quel type de dispositif vous mettez en place? Comment est-ce que qu'est-ce que vous vous dites dans vos discussions avec l'accueil du public ici et vous, le Papotin? On vient comme tout le monde. Et puis, alors, à de rares exceptions, quand c'est en effet à la demande des institutions et parce qu'on les connaît très bien, on demande parfois des places un peu sur le côté pour pouvoir sortir, mais c'est très rare. Et sinon, on demande à être placé comme tout le monde. Et ici, on a eu... On vient comme tout le monde, mais derrière le « on vient comme tout le monde », c'est vraiment un travail d'accompagnement et d'équipe qui connaît bien les personnes, on connaît bien les personnes qu'on accompagne et on sait ce qu'on doit mettre en place pour que ça se passe bien. Donc à la fois, si on peut se permettre de dire aux institutions qui souvent viennent nous voir, nous disent « Ah, est-ce que vous avez besoin d'un aménagement particulier, d'un casque, d'un truc ?» Très souvent, on répond « Non, on vient comme tout le monde. » Mais voilà, si on peut se le permettre de dire ça, c'est parce que pour un journaliste en particulier, on a mis en place un accompagnement en 1 pour 1, ou parfois en 2 pour 1. C'est quoi ? C'est-à-dire que quand on sort en groupe, je sais pas, il va y avoir 6 personnes, 6 jeunes, comme on les appelle souvent, et 2 accompagnants. Ils sont pas que jeunes. Et 2 accompagnants éducateurs. C'est pour ça que je préfère le terme journaliste. 2 accompagnements éducateurs. Donc là, on va dire que c'est du 2 pour 6. Et dans certains cas, c'est le rapport d'accompagnement. Dans certains cas, on estime que l'un d'eux va avoir besoin d'être accompagné en un accompagnateur et lui. Donc c'est du 1 pour 1. Voilà. Alors cet été, on va revenir avec vous, Stanislas. Cet été, je crois que votre groupe, Astéréotypie, auquel participent également d'autres camarades du Papotin. Oui, Claire Ottaway, Johan Gutzmann et Aurélien Lobjoie. Vous allez faire quelques festivals ? Oui, on va jouer aux Vieilles Charrues. Ouais, mais d'autres festivals, non ? J'ai vu, vous avez plusieurs dates. Oui, quelques-uns. Il n'y aura pas, d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas beaucoup de festivals en extérieur, mais à ce qui paraît, les Vieilles Charrues, c'est un festival très, très prestigieux. Ouais. Hein. C'est un grand festival. Parce que j'avais joué à Rock en Seine, c'est même mieux que Rock en Seine. Je crois que c'est... Oui, alors je ne vais pas donner de chiffres non plus, parce que, bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas très bonne en chiffres. Mais c'est un énorme festival, oui, bien sûr. En extérieur. En extérieur. Il risque de pleuvoir. Ça n'est pas... ça sera... il faudra gérer la météo. Oh, remarque, moi j'aime bien. Quand il pleut pas trop, ça va. Ambiance Woodstock, je te vois bien là-dedans. Ambiance Woodstock pour Astéréotypie. Et puis, même s'il n'y a pas que Paris, mais le 13 novembre, vous serez à la Cigale. C'est ça. C'est différent du métier d'acteur, c'est différent du parcours que vous suivez, que vous avez initié en tant qu'acteur de cinéma, de théâtre, la chanson, la scène. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est aussi bien, dans le sens où chaque chose qu'on fait est importante, quand on prend du plaisir à les faire. Et moi, j'aime beaucoup ce que je fais avec Astéréotypie, ce que je fais avec le cinéma, et ce que je fais avec le théâtre. J'aime beaucoup, parce que chaque activité, pour moi, est importante. Après... Je peux vous demander, Stanislas, si vous pensez artiste ? Ah oui. Au début, avant de faire ça, je ne m'imaginais pas que je ferais des concerts et que je jouerais dans des films. Donc je ne me posais pas trop la question, mais quand j'ai commencé à faire du cinéma, ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite voulu percer dans ce domaine. Même si j'aime beaucoup ce que je fais avec mon groupe de musique, c'est vrai que le cinéma est quelque chose qui me manque, comme j'en fais plus beaucoup. Attendez, c'est dur le métier d'acteur de cinéma. Il y a des périodes d'attente, ça fait partie du métier, comme on dit. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce que je fais dans le domaine du cinéma et ce que je fais avec mon groupe, parce que c'est chaque chose. Tout ça est important pour moi parce que ça me permet d'interagir avec les gens, avec le public et tout. Et c'est très important, ça donne une interaction avec le public. C'est comme si on se confiait au public, comme si c'était notre psychiatre.
par rapport à ce qui ne va pas, ou par rapport à ce qui va. Enfin, quand on joue au cinéma, on se confie indirectement quand ça ne va pas. C'est comme si le public au cinéma était le psychiatre et qu'il évaluait un peu chaque moment qui se passait dans le film. Il évalue un peu et il se dit « Oh là, ça va pas, là ça va ». Il évalue un peu ce qui se passe. Donc c'est un peu comme si un psychiatre me voyait à l'écran. Et le public, quand vous êtes sur scène en train de slammer, c'est presque du slam quand vous... en tout cas, le morceau qu'on va vous faire entendre à la fin de ce podcast qui s'appelle « Mon chat à 44 ans ». D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir un chat, mais mon père ne veut pas. Ah, écoutez, je peux rien pour vous. Alors là, franchement. Bon, dernière question. Quels sont vos projets, à part passer un bon été? Le Papotin, c'est bientôt un nouveau numéro. On sort ce nouveau numéro là qui arrive le 2 juillet. Voilà, on va le fêter à la Comédie Française puisque Éric Ruff a pris une part importante. Éric Ruff et toute la Comédie Française. Donc, on sort ce numéro au début juillet et on va déjà, j'imagine, aller en parler un petit peu à droite à gauche. Mais après, on a déjà pour projet de sortir, je sais pas comment le nommer, un best-of, une anthologie, de revenir sur les 35 ans d'écriture, les 35 ans d'interview et de proposer un numéro anthologique. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Merci Stanislas. Merci à vous, Julien. Merci Lise. Et donc, pour terminer, on écoute cette chanson qui s'appelle Mon chat à 44 ans, qui a été écrite par votre camarade Félix Joubergia. Mon chat à 44 ans. Une fois au supermarché, j'ai acheté un thon pour 12 personnes. Il y avait 40 kg de cocaïne cachée dedans. J'ai fait croire à mon pote Paul que j'étais mort dans une avalanche à Val d'Isère en me faisant passer pour ma mère. Je vais démonter une platine vinyle pour faire un manège. J'ai bu de la vodka au Nutella au petit-déj ce matin. La nuit, on va à l'ancienne station Croix-Rouge sur la ligne 10 entre Sèvres, Babylone et Mabillon. Et on marche sur les voies pour y accéder. Fin janvier, début février, on a vu un alien à Belleville. En fait, c'était un mec déguisé. On l'a tabassé. En mars, on était à vélo sur un terrain de basket. On a attaché 2 racailles à nos vélos et on les a traînés par terre. Une fois dans les catacombes, on est tombé sur des squelettes de nazis. Ils étaient dans leur uniforme. En histoire géo, j'ai revu la 3e guerre mondiale. McCartney a fait ma première partie en juin au parc de Sceaux. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie Dalman. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle Comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.